Bien, mesdames et messieurs, il est 18h31. Je déclare ouvert cette séance du conseil municipal. Je vais immédiatement procéder à l'appel. Luc Gérec présent. Véronique Perrusso est excusée, elle me donne procuration. Pardon, il faut que je parle dans le micro parce que pour la captation, c'est mieux. Philippe Rago. Présent. Marlène Chavez dos Santos. Jacques Ferrari, présent. Stéphanie Brenier, Jean-Marc Deluse, présent. Johanna Goulin, Philippe Levieux, présent. Aline Poirel, présent. Nicolas Koenig, présent. Evelyne Capelli, présent. Rui Henriquez, présent. Corinne Tondy, présent. Pascal Raffa, Anne-Sophie Lehmann, présent. Philippe Lullier est excusé, Florence Galland-Rennes, Thierry Danet, présent. Alain Henry, Pascal Milot est excusé, il donne procuration à M. Alain Henry. Arlette Jaworski a une procuration si elle devait s'absenter plus rapidement. Et Jean-Marie Henriot est excusé, il donne procuration à M. Thierry Danet. Il nous appartient aussi de désigner un ou une secrétaire de séance. Et comme d'habitude, je vous propose Marlène Chavez dos Santos. Y a-t-il des oppositions? Très bien. Madame la secrétaire. Juste une petite information, donc vous avez constaté que la convocation à ce conseil municipal est passée de manière dématérialisée avec une application XDMAT, de la société XDMAT, et je crois que évidemment tout le monde a apprécié, j'imagine, en tout cas cette convocation nouvelle version, et qui permet effectivement de simplifier aussi toutes les procédures qui suivent le conseil municipal. Vous dire aussi qu'effectivement, lors de la dernière séance, nous avions testé une captation filmée du conseil municipal qui a été rendue. Alors, il y a évidemment un certain nombre de paramètres que je dois vous communiquer. Nous avions lancé en début d'année 2021 une consultation pour la prestation de captation vidéo des séances du conseil municipal, parce que tout simplement, au service communication de la mairie, c'est un agent qui ne dispose pas du matériel nécessaire à la réalisation d'une prestation de qualité. Donc, 4 prestataires locaux ont été contactés, Cyril Hureau, Comcolab, Creative Plus, Corp Média. 3 prestataires ont transmis une offre. Un prestataire s'est finalement désisté au fait d'une configuration de salle non appropriée. L'offre la moins disante a été retenue. Il s'agit de la prestation de Comcolab pour un montant de 3 716 € hors taxe pour 8 captations. Et j'insiste sur les 8 captations. Soit 464,50 € hors taxe par séance, qui comprend la prise de vue et de son, les montages, retouchages, dérochages, étalonnage et la composition de l'audio. Donc là, le conseil est capté dans sa totalité, sans aucune censure. Donc la séance test a été réalisée, je vous l'ai dit, lors du conseil du 4 juin. Et pour l'évaluation de la prestation, il y a un état qui a été fait, des difficultés de prise de son avérées. Évidemment, je répète, du fait de la configuration de la salle, mais ça, on l'avait déjà signalé. D'un travail aussi de séquençage qui nécessite une journée de travail supplémentaire, par exemple le traitement des sons parasites. Et la mise en ligne donc, sera réalisée à J+2. Et bien sûr, le travail sera facilité lorsque les séances pourront à nouveau se dérouler en salle du conseil municipal. Voilà, c'était une information que je souhaitais vous apporter pour être le plus clair possible. Le premier rapport, vous le connaissez pour ceux qui sont au conseil municipal depuis un certain nombre d'années, concerne le rapport annuel sur l'exécution de la délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du casino, ce pour l'exercice 2020. Je rappelle que par délibération en date du 29 août 2007, le conseil municipal a autorisé le maire à signer avec la SAS, donc Société d'exploitation du casino et d'hôtel de Contrexéville, groupe Partouche, qui était représenté par son directeur, donc a signé une convention de délégation de services publics
pour l'exploitation du casino de Contrexéville pour une période de 15 années à compter du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2022. Le Code général des collectivités territoriales précise que la Convention prévoit que le compte-rendu annuel technique et financier d'exploitation du casino doit être transmis au conseil municipal avant le 1er juin de chaque année. Et évidemment, en outre, il est précisé que dès communication de ce rapport par le délégataire, son examen est mis à l'ordre du jour le plus proche de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Et par conséquent, il s'agit pour le conseil municipal de prendre acte du dit rapport relatif à la gestion et l'exploitation du casino pour l'exercice 2020. Vous avez tous eu en annexe un exemplaire simplifié du rapport et vous avez aussi la possibilité, pour ceux qui le souhaitent, de consulter l'intégralité du rapport en mairie. Donc là, il s'agit simplement de donner acte du dit rapport relatif à la gestion et l'exploitation du casino pour 2020. Oui, des questions? Non, on va passer le micro. Je pense que je suis assez prêt. Non, j'aurais juste... je pensais qu'on aurait un petit bilan du casino. Enfin bon, on l'a eu dans le rapport. Enfin, moi, ce que je constate, c'est que le bilan, donc malgré la crise Covid, je pense que le casino n'est pas trop mal sorti. Hein. Quand on regarde un peu les chiffres, quand il a été ouvert, ça a bien fonctionné. Il y a eu moins de recettes, moins de dépenses, des compensations de l'État. On va dire que le casino a limité la casse, je dirais. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que autant, mais c'est pas nouveau, hein, autant la partie jeu, ça fonctionne, autant tout ce qui reste à côté, la partie, donc on va dire animation, hein, qui est obligatoire quand il y a une délégation, le cinéma, le restaurant, là c'est tout le temps en déficit. Ah bon? Mais c'est mieux. Ok. Hein, donc le reste, c'est tout le temps donc en déficit. Et quand on conclut donc des délégations, c'est là-dessus hein, qu'on impose des conditions, parce que le casinotier, il sait faire marcher les jeux, c'est son travail. Par contre, le reste, c'est moins son travail, c'est moins rentable, et c'est ça qu'il faut tout le temps surveiller de près. Alors, et là, donc, je voudrais donc en venir un petit peu aux conditions qu'on avait imposées aux casinotiers et qu'on avait revues en 2017. On avait baissé le taux de prélèvement, hein, on est passé de 11% à 8%. On avait baissé aussi le versement des 50 000 € annuels qui sont passés à 15 000 €, hein, qui sont maintenant respectés. Et il y avait une troisième condition qui était de dépenser, enfin, d'investir 650 000 € dans le casino et aux abords, hein, pour améliorer, on va dire, l'aspect visuel ou touristique de la ville. Et je voudrais justement savoir où on en est sur ces 650 000 €, sachant que la DSP se termine dans un an, en décembre 2022. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire, sur ces 650 000 €, à combien on en est? Alors, ce soir, je n'ai pas le détail évidemment, mais vous l'avez dans le rapport, si je me souviens bien, et les animations, et le nombre de repas, et enfin, l'ensemble des activités du casino sont détaillées dans le rapport qui nous est présenté. En termes de travaux, la société a réalisé des travaux déjà de sécurisation du casino qui n'étaient pas satisfaisantes. Donc un investissement très lourd et très conséquent sur la sécurisation incendie et sécurité en général. Sur l'aspect extérieur, les toitures et un certain nombre de travaux d'amélioration, notamment de l'éclairage public par exemple, des grilles qui ont été aussi rénovées, etc. Mais si vous souhaitez effectivement qu'on vous donne le détail complet des investissements depuis cette date, eh bien on vous la communiquera. Oui. Voilà. Si. Ouais. C'est pas facile, mais ça sera plus facile. Assieds-toi, s'il te plaît, comme ça. Juste pour souligner qu'on n'a pas le détail, effectivement, mais on sait qu'en sur l'exercice dernier, ils ont réalisé presque 217 000 € d'investissement. Voilà, enfin, ce qu'on aimerait, c'est savoir le total, quoi, voilà, savoir où on en est, parce que c'est vrai que c'était l'une des clauses, hein, qu'on a eu du mal à faire respecter la fois d'avant, hein,
il y avait 2 millions d'engagements et on a eu bien du mal à les faire respecter. Donc je pense qu'il faut tout le temps suivre ça de près, quoi. Nous sommes d'accord. Juste, je continue encore sur le casino et après donc j'arrêterai. Donc j'ai vu dans l'article, dans l'ordre du jour 23, donc l'ensemble des dépenses qui ont été faites par la mairie. Et donc il y a eu un contrat de passé avec un bureau conseil pour aider la commune à justement à renouveler cette délégation. Un contrat à 23 000 € hors taxe, donc c'est à peu près donc, dans les 28 000 TTC. Je trouve que ça fait beaucoup. Mais en effet, je suis d'accord qu'il faut être assisté pour faire un bon cahier des charges, parce que les clauses, on est toujours d'accord pour les fixer. Par contre, c'est le respect. C'est le souci qu'on a eu donc, là, il y a 15 ans. Il y avait des clauses sans sanction. Donc elles n'ont pas été respectées, forcément. Mais quand même, je trouve que ça fait élevé ce montant-là pour être assisté, pour passer donc, une délégation. Je voudrais savoir s'il y a eu, il y a eu forcément une mise en concurrence. Plusieurs bureaux ont dû répondre. Absolument. Combien d'offres, enfin quel montant? Trois réponses. Donc la société Espelia qui a été retenue car elle était la mieux disante, KPMG qui était légèrement au-dessus, et notre cabinet conseil qui a aussi répondu, mais qui avait une offre moins intéressante, notamment en termes de présence et de journée de travail sur ce sujet. Alors, je ne sais pas si vous êtes intéressé à la question, Monsieur Danet, au niveau national. Il y a un certain nombre de délégations de services publics qui ont été remises sur le tapis, avec notamment des suites au Conseil d'État quelquefois. Et vous l'avez aussi constaté lors des négociations, nous avions un cahier des charges sur cette précédente délégation, un cahier des charges qui était très léger et qui ne nous permettait pas effectivement d'aller aussi loin que nous l'aurions souhaité pendant la négociation. Et je rappelle aussi que j'avais sollicité le tribunal administratif, la présidente du tribunal administratif, pour la désignation d'un médiateur, que ce médiateur nous a accompagnés également lors de la renégociation. Et évidemment, en nous disant, en tout cas, c'est ce qu'il m'a dit en direct, c'est que sur certaines revendications que nous avions, nous pouvions aller au contentieux, mais que nous étions sûrs de perdre. Donc l'idée, c'est bien d'avoir un AMO qui nous permette qui connaît, qui a traité une trentaine en tout cas de négociations sur ces dernières années de renouvellement de délégations publiques de casinos. Et cette société obtient des résultats qui sont tout à fait probants, tant sur les données au dehors des jeux, mais également sur tout ce qui concerne la restauration, l'animation, le cinéma, l'enveloppe touristique, et sur les taux. Donc là, l'idée, c'est bien, certes, il y a un investissement de départ qui paraît important, mais qui doit nous permettre d'obtenir des résultats bien plus importants que ceux que nous avons actuellement. D'accord. Et dernière question, donc la DSP se termine, donc elle était de 15 ans, elle se terminait donc en décembre 2022. Elle est prolongée ou pas? Elle n'est pas prolongée, donc là, la société dont vous parlez, Espelia, sera présente dans les jours qui viennent pour un premier audit, en tout cas au niveau du casino. Et évidemment, il y aura un suivi par le conseil municipal à travers les commissions qui adoptent, notamment la commission finance, qui sera associée au point d'étape sur la négociation entre la ville de Contrexéville, assistée par la société Espelia, et le groupe Partouche. D'accord, merci. Bien, donc voilà, donc il s'agit juste de prendre acte du rapport. Le rapport numéro 3, c'est la même chose, le rapport annuel sur l'exécution de la délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation de services d'assainissement collectif, collecte et transport pour l'exercice... Ah, j'ai oublié le 2. Oh, pardon, excusez-moi. Le rapport numéro 2, donc c'est la même chose, mais pour eau potable, exercice 2020. Donc, délibération du 20 octobre 2016, donc signature d'un contrat de délégation avec la société SOR par affermage du service public d'eau potable pour une période de 9 ans et 1 mois
donc du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2025. Là, pour permettre la vérification et le contrôle de l'exécution du contrat, il y a une clause qui prévoit que le rapport annuel technique et financier d'exploitation du service doit être transmis au conseil municipal avant le 1er juin, suivant la clôture de l'exercice. Et comme l'autre, il est mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante qui en prend acte. Et par conséquent, il s'agit pour le conseil municipal de prendre acte du rapport produit par SOR. J'informe aussi le conseil municipal que le délégataire sera invité à présenter son rapport lors d'une réunion informelle du conseil municipal qui sera programmée ultérieurement. Et je crois qu'il y a le 6 juillet. À quelle heure 6 juillet 18h. Ah bon, d'accord. Donc très bien. Donc à ce moment-là, chacun pourra poser les questions et demander les précisions qu'il souhaite. Donc, ouais. Ouais, donc là, je ferai la remarque que je fais chaque année, depuis qu'on a signé, je crois, le contrat. Je ne comprends pas les comptes qui sont joints. L'entreprise perd à peu près 100 000 € chaque année. Moi, je suis étonné. En plus, la SOR, c'est son métier. Il y a 2-3 grosses entreprises nationales. Je ne comprends pas qu'elles nous disent travailler à perte à Contrexéville. Moi, je pense que les comptes sont faux. Donc, j'aimerais bien quand même qu'on nous détaille comment on peut fonctionner en perdant chaque année 100 000 €. Quoi. Alors, je rappelle aussi que nous sommes assistés là par l'ATD, l'association technique, l'agence technique départementale, et nous avons donc M. Pereira, qui est un spécialiste du sujet, qui nous suit. Vous avez vu la qualité du travail aussi qu'il produit et qu'il vérifie effectivement, certes beaucoup l'aspect technique, mais aussi l'aspect financier, et qu'il nous a aussi permis, et il faut le signaler, d'appliquer des pénalités lorsque certains engagements n'étaient pas pris ou un peu dévoyés. Donc, ce qui est intéressant, et donc là, je compte sur vous, Monsieur Danet, pour que lors de la prochaine réunion, vous remettiez sur l'ouvrage, l'ouvrage sur le métier, et que nous aurons enfin une explication rationnelle sur cette perte. Après, c'est votre opinion, dire que les comptes sont truqués, ça je vous laisse la responsabilité de vos propos. Je n'ai pas dit truqué, j'ai dit faux. Alors autant l'agence fait un contrôle technique, en effet, là-dessus c'est fait, c'est bien fait, avec nos propres services, mais la partie financière, elle n'est pas contrôlée. Moi, je ne comprends pas les chiffres. Non mais franchement, c'est impossible qu'une entreprise travaille à perte depuis 4 ans. Les premières années, on m'a dit oui, on arrive, on ne connaît pas, on a plus d'investissement. Là, on est quasiment arrivé à mi-contrat et ils perdent toujours de l'argent. C'était déjà la même chose pour le précédent délégataire. C'est la même chose pour le précédent. D'ailleurs, on a voulu en changer. Oui. Moi, je ne comprends pas. Moi, je voudrais qu'on m'explique comment on peut perdre de l'argent sur ça. Et il y a un autre point aussi que je voudrais qu'on approfondisse, mais ça ne sera pas aujourd'hui. C'est sur le rendement, parce que le rendement c'est 80%, on a déjà mis des pénalités quand on n'y arrivait pas, là on est tout juste, on passe les 80%, il y a 80,3%, bon le rapport est toujours compliqué, parce qu'on a 2 rendements qui sont indiqués, pareil, je l'ai déjà dit, moi je ne suis pas expert. Il y a un rapport, il y a un rendement critère national, voilà, et un rendement, qui est à 82%. Me semble-t-il, il y a 2 rapports effectivement, mais je trouve que c'est pas clair. Là, c'est pas bien expliqué. On a 2 rendements, on ne sait plus si c'est du 80 ou du 82% qu'il faut. Je sais qu'à terme, en tout cas, ça sera du 82%. On n'y est pas. L'agence de l'eau reconnaît le critère à 82%. Oui. Là, on n'y est pas. Si, puisque l'agence de l'eau le reconnaît à ce niveau-là. Oui, mais là, le rendement qu'on nous donne, il est de 80,3. Oui. On n'est pas au bon rendement. Et j'insiste là-dessus parce que la SOR, parce que ils ont signé un contrat pour arriver à 82%, et quand on lit le rapport, ils nous imposeraient de faire des travaux nous-mêmes sur les fuites pour atteindre ce rendement. Pour moi, ils ont signé un contrat,
ils doivent arriver à ces 82% sans que la commune dépense d'argent à refaire des réseaux. Nous sommes d'accord. Et quand on lit le rapport, on nous donne même les routes à refaire, Salaberry, etc. Oui. Alors ça, c'est autre chose. Ouais, mais c'est la gestion patrimoniale du réseau d'eau qui découle du protocole qui a été signé entre les villes de Contrexéville, Vittel, l'agence de l'eau, et qui demande, sur notre périmètre très particulièrement, d'arriver à 90% de rendement. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est autre chose. Mais moi, les travaux, quand on parle de rue, c'est bien dans le cadre de cette convention qui a été signée, de ce protocole d'accord qui a été signé. Non. Les 82%, c'est sort. Tout ce qui viendra de 82% jusqu'à 90%, c'est impossible. Même l'agence de l'eau maintenant reconnaît que ce n'est impossible, ce n'est pas possible, sauf à engager des centaines de millions d'euros. Mais ce que l'agence de l'eau attend, c'est un rendement qui approche les 85-86%. Non, mais quand on prend le rapport, il y a quand même 5 rues de cité où il y a beaucoup de fuites. Oui. Salaberry, Bagarre, le Grand du Sault, etc. Et ce n'est pas la commune de payer les travaux pour arriver à 82%. Et quand on lit le rapport, c'est ce qui quand même... nous ne sommes pas d'accord là-dessus. Le rendement, il est à 82%. Non, il est annoncé à 80,3. D'accord. Mais les choses sont très claires. SOR doit arriver en fin de contrat de délégation à 82% de rendement sans que la commune intervienne. Les réseaux fuyards qui sont ciblés dans la rénovation des rues font partie du protocole et pas de la première étape à 82%. Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, c'est à suivre parce que... c'est à suivre. Bien sûr, c'est à suivre. Très bien. Donc là aussi, il y aura donc ce conseil informel. Idem pour le rapport sur la délégation de services publics pour la gestion et l'exploitation du service d'assainissement collectif, collecte et transport. Lui qui a été conclu pour une durée de 7 ans et 1 mois, du 1er décembre 2016 au 31 décembre 2023. Et là aussi, vérification et contrôle de l'exécution du contrat. Prévoit que le rapport annuel technique et financier d'exploitation du service doit être transmis au conseil municipal avant le 1er juin et mis à l'ordre du jour de la plus proche réunion de l'Assemblée délibérante. Et donc, il s'agit de prendre acte là aussi, et ce rapport sera aussi examiné lors de la réunion informelle du 6 juillet à 18h. Là, je vais être plus court, mais si on prend toujours les comptes fournis, page 26, on est sur l'assainissement, et la SOR nous met les comptes de l'eau potable. On n'a même pas les bons comptes. Oui, c'est exact. Donc, non. C'est tout. Très bien. Rapport numéro 4, surtaxe sur les eaux minérales, délibération modificative, exercice 2020. Je vais demander à M. Jean-Marc Deluz de prendre la parole. Alors, surtaxe sur les eaux minérales, délibération modificative, exercice 2021. Donc le maire porte à la connaissance du conseil municipal que par délibération en date du 29 mai 2021, la commune de Crainvilliers a décidé de percevoir la surtaxe sur les eaux minérales calculée sur le montant de ses recettes ordinaires de l'exercice 2020 qui s'élève à 145 260,98 €. Par même délibération, le conseil municipal de Crainvilliers a donc institué la surtaxe sur les eaux minérales au taux de 0,58 € à l'hectolitre à compter du 1er septembre 2021 jusqu'à concurrence de 250 449,97 hectolitres d'eau livrée et a décidé de réduire le taux à ladite surtaxe à 0 au-delà de cette quantité. Par conséquent, le conseil municipal est invité à réduire, à compter du 1er septembre 2021, le taux de la surtaxe sur les eaux minérales à 0 pour la commune de Contrexéville, tant que celui-ci, applicable à la commune de Crainvilliers, sera fixé à 0,58 € à l'hectolitre.
Au-delà des 250 449,97 hectolitres d'eau livrée à Crainvilliers, le taux de la surtaxe pour la commune de Contrexéville sera rétabli à 0,58 €. Considérant d'une part que l'eau minérale vendue sur le marché sous le nom de source Contrex résulte du mélange entre les eaux de deux nappes distinctes situées sur les territoires de la commune de Contrexéville et celui de la commune de Crainvilliers, considérant d'autre part que l'analyse à laquelle a fait procéder le ministère du Budget, des Comptes publics, de la fonction publique, l'absence de mention à l'article 1582 du Code général des impôts du cas des eaux minérales en mélange ne fait pas obstacle à ce que l'eau source Contrex provenant de deux nappes distinctes soit considérée comme un produit à part entière et à ce que les communes de Contrexéville et de Crainvilliers appliquent, dans la limite de leurs ressources ordinaires, la surtaxe communale sur la totalité des volumes d'eau minérale livrés à la consommation, pour autant que le taux global applicable par hectolitre d'eau n'excède pas 0,58 € à l'hectolitre. Considérant que cette solution de nature doctrinale retenue par le ministère permet de donner satisfaction à la commune de Crainvilliers, qui peut mettre en place la surtaxe communale dans la limite de ses ressources ordinaires, et à la commune de Contrexéville, qui peut maintenir sa propre surtaxe, il s'agit pour le conseil municipal de Contrexéville de décider que le taux de la surtaxe sur les eaux minérales applicable à la commune de Contrexéville sera ramené à 0 € sur les 250 449,97 premiers hectolitres d'eau livrée à compter du 1er septembre 2021, date d'entrée en vigueur de la délibération de la commune de Crainvilliers fixant à 0,58 € par hectolitre la surtaxe sur ladite quantité, et à préciser que ce taux est maintenu à 0,58 € à l'hectolitre pour la commune de Contrexéville pour le surplus. Donc c'est une délibération qu'on prend, on va dire, tous les ans, depuis 2009. Crainvilliers touche une part de la surtaxe sur les eaux minérales. Pour mémoire, en 2021, ça faisait 170 475 € pour la commune de Crainvilliers. Et cette année, donc sur 2021, ce sera 145 260 €. Et en cumulé, depuis 2009 jusqu'à 2021, Crainvilliers a encaissé 1 197 258 € de surtaxe. Des questions? Non, il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport numéro 5, l'élection de la commission d'appel d'offres. Le conseil municipal doit constituer une commission d'appel d'offres, autrement appelée CAO, à caractère permanent. Avec la réforme des marchés publics applicable depuis le 1er avril 2016, la commission d'appel d'offres a été quelque peu malmenée, aucune indication ne figurant à ce propos dans les nouveaux textes réglementant la commande publique. Les dispositions la concernant sont désormais prévues par le Code général des collectivités territoriales. La CAO doit intervenir pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe est égale ou supérieure au seuil européen et qui sont passés en procédure formalisée. L'intervention de la CAO n'est pas obligatoire pour sélectionner des candidats ou attribuer un marché dans le cadre d'une procédure adaptée. Et cette commission est composée dans les communes de moins de 3 500 habitants du maire ou de son représentant, de 3 membres du conseil municipal élus en son sein. Et en outre, il doit être procédé selon la même modalité à l'élection de suppléants en nombre égal à celui des membres titulaires. Dans les communes de 1000 habitants et plus, l'expression du pluralisme des élus au sein de l'Assemblée communale est garantie pour les CAO par l'élection à la représentation proportionnelle au plus fort reste des membres appelés à y siéger aux côtés du maire ou de son représentant. L'élection des membres titulaires et des suppléants a lieu sur la même liste sans panachage ni vote préférentiel, et les listes peuvent comprendre moins de noms. Je vais vous faire grâce de tout cela parce que j'ai évidemment pris contact avec Thierry Danet et nous nous sommes entendus pour présenter une liste commune, ce qui évite effectivement un scrutin à bulletin secret pour les nominations. Et donc, ce que je vous demande, c'est si vous acceptez de voter à main levée plutôt que par scrutin secret. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont contre cette proposition, qui s'abstiennent? Je vous remercie.
Et donc, si une liste a été présentée après appel à candidature, les nominations prennent effet immédiatement dans l'ordre de la liste. Et le cas échéant, il en est donné lecture par le maire. Et il s'agit pour le conseil municipal de désigner les membres de la commission d'appel d'offres pour la durée du mandat. Alors, je vous donne la liste. Pour la liste, donc il s'agit de M. Jean-Marc Deluse, de M. Philippe Levieux, de M. Jean-Marie Henriot. En suppléant, M. Philippe Rago, M. Nicolas Koenig, M. Thierry Danet. Et donc, je soumets cette proposition au vote de l'Assemblée, qui est... C'était bien ça, Thierry? Oui, c'est bien ça. Donc, je soumets le vote à l'Assemblée. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Sachant que cette commission pourra aussi être mobilisée pour des séances plus informelles qui ne sont pas obligatoires, mais qui peuvent aussi permettre à tout le monde d'avoir une information et de travailler sur les sujets. Rapport numéro 6, désignation de la commission municipale environnement développement durable. C'est une commission dont j'avais annoncé la création. L'article du Code général des collectivités territoriales permet au conseil municipal de constituer par délibération des commissions composées exclusivement de conseillers municipaux. Il s'agit de commissions de travail, d'études de projets et de préparation des délibérations dont le nombre et les objets ne sont pas réglementés et les commissions ne prennent aucune décision mais émettent un avis à caractère consultatif. Leur élection a lieu à scrutin secret de la même manière que pour la CAO. Et comme pour la CAO, Thierry Danet et moi-même nous sommes entendus sur une proposition. Et du coup, je vous demande à nouveau de pouvoir procéder à un vote à main levée plutôt qu'à un vote à scrutin secret. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Donc, pour cette commission environnement-développement durable, je vous propose Johanna Goulin, Stéphanie Brenier, Nicolas Koenig, Véronique Perrusso, Evelyne Capelli, Aline Poirel et Arlette Jaworski et Jean-Marie Henriot. Nous sommes d'accord? Bien, je vais passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Désignation d'un représentant à l'association constituée pour la préservation et la gestion de la nappe des grès du Trias inférieur et de la ressource en eau sur le secteur de Vittel-Contrexéville-Bunierville. Par délibération du 23 février 2021, le conseil municipal a validé l'adhésion de la commune à l'association pour la préservation et la gestion de cette nappe sur le secteur Vittel-Contrexéville-Bunierville. Donc, j'ai été, avec Philippe Rago, désigné comme représentant de la commune de Contrexéville pour siéger au sein de cette association. Philippe Rago a, pour des raisons tout à fait personnelles, présenté sa démission au président par courrier au siège de l'association. Il s'agit pour le conseil municipal de désigner un nouveau représentant pour siéger au sein de la dite association. Et je vous propose la candidature de Johanna Goulin. Y a-t-il d'autres candidats? Il n'y en a pas, donc je passe ou des remarques. Oui. Je voulais dire. Oui. Je vais y arriver. Je voulais juste reprendre la parole sur cette association. Nous n'avons jamais approuvé cette association qui, pour nous, n'est pas démocratique, qui est entièrement fermée et qui va juger de problèmes extrêmement compliqués. Donc nous ne nous associerons pas et nous nous abstiendrons parce que c'est quelque chose quand même qui est extrêmement grave. L'eau, c'est un problème excessivement important qui va devenir de plus en plus important au fil des années. Il aurait été bon aussi que quelques représentants de la population soient présents dans cette association. Voilà. Très bien. Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire, il s'agit de la première étape, en tout cas en la matière. Cette association, elle est amenée à évoluer, et évidemment à évoluer sur des formes nouvelles et auxquelles seront probablement, là je n'en suis pas le président, mais associées aussi les forces vives du territoire.
Donc, je reviens à la candidature de Johanna Goulin. Donc, j'ai bien noté que vous abstiendrez. Donc, je passe au vote malgré tout. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc, 5 abstentions, puisqu'il y a des pouvoirs. Merci. Rapport numéro 8, fixation des redevances d'occupation du domaine public pour les droits de terrasse. C'est une délibération complémentaire. Et la parole est à Jean-Marc Deluse. Donc, il est rappelé au conseil municipal que certaines occupations privatives du domaine public communal doivent être soumises à la perception de droits de voirie. Le conseil municipal a ainsi fixé par délibération du 30 mars 2016 différents tarifs de droits de voirie, dont ceux relatifs à l'occupation du domaine public par des terrasses à raison de 10 € par mètre linéaire occupé et par année civile. D'autre part, suite aux difficultés économiques rencontrées par les entreprises locales du secteur de la restauration et de l'hôtellerie qui ont dû faire face à une fermeture administrative ou à une forte limitation de leur activité du fait de la situation de crise Covid et des mesures mises en place pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le conseil municipal, par délibération du 27 juillet 2020, a fixé symboliquement le droit de terrasse à 1 € pour l'année 2020, quelle que soit la superficie du domaine public occupé par l'exploitant. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, vu le Code de voirie routière, sur proposition de M. le maire, il est proposé au conseil municipal de renouveler cette mesure exceptionnelle. Il s'agit pour le conseil municipal de se prononcer sur le montant de terrasse fixé à l'euro symbolique exceptionnellement pour l'année 2021, selon les conditions rappelées ci-dessus. Des questions? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 9, domaine public communal, redevance d'occupation, mobilier urbain publicitaire. Je n'en ai pas oublié un. Non, c'est bon. C'est bon. Jean-Marc Deluse a la parole. Donc, Madame Jaworski, donc, évidemment, a laissé une procuration. Merci, bonne soirée. Donc, comme pour l'occupation au niveau des terrasses, là c'est pour l'occupation pour du mobilier urbain publicitaire, il est rappelé au conseil municipal que certaines occupations privatives du domaine public communal doivent être soumises à la perception de droits de voirie. En effet, les principes fondamentaux régissant les autorisations temporaires à titre privatif du domaine public édictés par le Code général de la propriété des personnes publiques sont les suivants. Nul ne peut occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique sans disposer d'un titre l'y habilitant. L'occupation ou l'utilisation du domaine public ne peut être que temporaire. L'autorisation d'occupation présente un caractère précaire et révocable. Toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu au paiement d'une redevance, sauf cas de dérogation fixée par la loi. Lorsque l'occupation du domaine public est autorisée par un contrat de la commande publique, ou qu'un titre d'occupation est nécessaire à l'exécution d'un tel contrat, les modalités de détermination du montant de la redevance sont fonction de l'économie générale du contrat. La commune souhaite disposer de mobilier urbain publicitaire neuf, esthétique et homogène sur son territoire, permettant la diffusion de l'information municipale. Un marché de concession de services de mise à disposition du mobilier urbain publicitaire va être lancé afin de remplacer le mobilier existant obsolète. La commune entend confier le marché à un prestataire qui sera autorisé à exploiter une partie des faces d'affichage à des fins commerciales. Aussi, il est proposé au conseil municipal de mettre en place une redevance d'occupation du domaine public pour ce type de matériel. Donc, vu le Code général des collectivités, donc, il est proposé au conseil municipal de fixer la redevance d'occupation du domaine public pour tout mobilier urbain publicitaire à 30 € par équipement et par mois. Des questions? Oui, Monsieur Danet. C'est plutôt une bonne chose, en effet, le mobilier est plus que dégradé, et puis on n'était peut-être pas bien en règle au niveau des redevances, donc au moins on repart à zéro. Moi, je voulais juste savoir, quand est-ce que vous comptez lancer ce marché? Est-ce que les panneaux vont un petit peu changer de place, le type de panneau, et aussi le calcul de la redevance, parce qu'on a 30 € par mois, comment vous l'avez estimé? Parce que si on peut mettre plus, il faut mettre plus, ou est-ce que c'est provisoire le temps de passer le marché, puis est-ce que ça rebougera? Voilà.
quelques questions. Donc, en tout cas, sur le montant, effectivement, il y a une fourchette qui est utilisée dans la France entière. Et évidemment, Contrexéville est une petite ville. Nous ne sommes ni Épinal, ni Nancy, ni Metz, et que déjà, on est dans la fourchette basse, en tout cas, des rémunérations qui sont apportées sur des villes pour des villes comme les nôtres. Évidemment, plus on a de points d'information, de communication, de publicité dans les villes, plus les panneaux sont grands et plus les redevances sont importantes. Donc ça, c'est déjà le premier point. Sur le lancement de la procédure, je ne sais pas où nous en sommes, Agnès. Il est nécessaire que le conseil municipal délibère pour fixer ce tarif et nous sommes prêts à lancer la consultation pour début juillet. Très bien. Donc... avec effectivement une adaptation des implantations, des lieux d'implantation des panneaux qui ont été revus suite à un bilan effectué sur les dernières années et sur la visibilité notamment de ces panneaux. En tout cas, les 30 €, c'est ce qui se pratique sur des villes de même taille que la nôtre. Et donc, on part sur combien de panneaux en tout là ? Alors, pour le moment, il n'y a rien de défini, puisqu'on attendait cette délibération pour lancer la collectivité, à moins que vous ayez les précisions, Agnès. 14. Donc 14 € à 30 € par mois. Voilà, ce qui permet effectivement de la communication commerciale, mais aussi de la communication institutionnelle. D'autres remarques? Non. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 10, domaine public communal, redevance d'occupation, délibération modificative pour l'emplacement des marchés et autres animations commerciales. Je passe la parole à Johanna Goulin. Il est rappelé au conseil municipal les termes de sa délibération du 23 février 2021. Par laquelle il a fixé la redevance pour l'occupation du domaine public dans le cadre des animations commerciales et artisanales régulières organisées sous la galerie thermale, type marché du terroir, foire ou vide-grenier. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2213-6 et L 2331-4, vu le Code général de la propriété des personnes publiques, considérant que ces animations peuvent se dérouler sur l'ensemble du territoire communal et non pas uniquement sous la galerie thermale, considérant que des animations ponctuelles peuvent également être organisées par la collectivité et qu'il y a lieu de fixer le montant d'une redevance pour l'occupation du domaine public dans ce cas. Il est proposé au conseil municipal de rapporter sa délibération du 23 février 2021 de fixer redevance d'occupation du domaine public pour les animations commerciales et artisanales organisée par la commune sur l'ensemble du territoire communal selon les dispositions suivantes. Occupation d'un emplacement pour une activité commerciale ou artisanale régulière. Modalité donc pour l'ensemble de la saison touristique, quel que soit le nombre d'heures d'occupation, il sera demandé un chèque de caution en cas de désistement non justifié sous 48 heures avant la date par mail ou voie postale, sauf maladie bien évidemment et accident sur présentation d'un justificatif. Donc le tarif est de 5 € l'emplacement et le chèque de caution est de 100 €. Occupation d'un emplacement pour une activité commerciale ou artisanale ponctuelle, type Saint-Nicolas, fête de l'automne, vide-grenier, pour une journée, quel que soit le nombre d'heures d'occupation, 5 € les 2 mètres linéaires. Il est bien entendu précisé que les animations proposées et organisées par les associations locales ne sont pas concernées par cette tarification. On peut simplement aussi préciser que pour les recettes de fonctionnement dans ce cadre, au compte administratif 2019, nous avions inscrit 1 770 €, enfin 1 770 € étaient validés, et pour le compte administratif 2020, 970 €. Donc une chute de 800 €, mais due évidemment au Covid qui nous a fortement impactés. Pour cet ajustement des tarifs, y a-t-il des questions, des interventions?
Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci. Centre des expressions et de découverte de la musique, hein, c'est l'école de musique de Contrexéville, avec une modification des droits d'inscription pour l'année 2020-2021. Et je vais laisser la parole à Madame Florence Rennes. Le conseil municipal est informé du bilan du fonctionnement du CEDEM pour l'année scolaire 2020-2021. Fortement marqué par les mesures ayant imposé en partie la fermeture de la structure ou un fonctionnement en mode dégradé, cours en distanciel, différent selon les âges, mineurs, majeurs. Fonctionnement normal en présentiel pour tous, 5 semaines. Fonctionnement en mode dégradé, distanciel pour tous, pour les cours individuels et arrêt des ensembles, 7 semaines. Déconfinement partiel, alternance des cours distanciels, présentiels, différence selon les âges, 15 semaines. Déconfinement pour tous, hors les chœurs, 7 semaines. Considérant que le projet d'établissement du CEDEM vise à favoriser l'accès à la pratique instrumentale, individuelle ou collective, pour tous et à tous les âges. Considérant que l'impact sur la crise sanitaire a privé les élèves des prestations habituelles du CEDEM pour l'équivalent d'environ un trimestre sur l'année 2019-2020 et sur l'année 2020-2021. Vu l'avis favorable de la commission culture du 22 juin 2021, il est proposé au conseil municipal de modifier les droits d'inscription annuels au CEDEM, uniquement pour les élèves et musiciens ayant été inscrits durant l'année scolaire 2019-2020, à compter du 1er septembre 2020, et cela pour la seule année scolaire 2020-2021, selon les dispositions suivantes. Réduction de 30% des droits d'inscription pour les élèves mineurs et majeurs, contrexévillois et extérieurs. Réduction des droits d'inscription pour les participants aux ensembles contrexévillois et extérieurs, au prorata des séances ayant été proposées. Moins 64% pour l'harmonie et moins 85% pour les chœurs. Donc vous avez les tableaux qui sont affichés, le tarif actuel et le tarif adapté pour l'année 2020-2021. Il est rappelé que les tarifs modulés en fonction du quotient familial, ressources imposables, nombre de parts fiscales des familles selon les dispositions suivantes. Tarif A, quotient familial supérieur à 13 000 €. Tarif B, quotient familial compris entre 7 930 € et 12 999 €. Tarif C, quotient familial inférieur à 7 929 €. Les droits d'inscription seront perçus à terme échu. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je vous remercie. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 12, créance éteinte, effacement de dette. La parole est à Monsieur Jean-Marc Deluse. Donc les points 12 et 13 seront deux créances éteintes. Donc le maire informe le conseil municipal que le 28 janvier 2021, la commission de surendettement des Vosges a imposé l'effacement de toutes les dettes, donc de 2 personnes. Donc par conséquent, les titres émis en 2019 à 2020 relatifs aux services accueil périscolaire, restauration scolaire et accueil de loisirs pirouette du mercredi, dont le montant total s'élève à 244,54 €, ne seront jamais honorés. Il est donc proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter l'effacement de la dette présentée ci-dessus pour un montant de 244,54 €. Sur la base de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de constater l'effacement de cette dette pour ce même montant. Il est précisé que les crédits correspondants ont été inscrits au compte 6542 créances éteintes du budget principal de la commune lors du vote du budget primitif 2021. Des questions? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 13, créance éteinte, donc toujours effacement des dettes. Monsieur Jean-Marc Deluse a la parole. Donc c'est la même chose.
Donc pareil, l'effacement aussi des dettes pour une personne. Donc par conséquent, les titres émis en 2017 à 2020 relatifs aux services accueil périscolaire, restauration scolaire et multi-accueil Pitchoun, dont le montant total s'élève à 531,70, ne seront jamais honorés. Donc sur les bases de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de constater l'effacement de cette date pour ce même montant. Donc idem, hein, il y a un crédit ouvert sur le compte 6542 en créant cette date dans le budget principal de la commune lors du vote du budget 2021. Pas de questions, pas de remarques. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 14, programme Petite Ville de demain. Engagement dans le programme et autorisation de signature de la convention. Je rappelle que les services de l'État et le Conseil département des Vosges se sont engagés dès 2018 dans une politique partenariale pour accompagner la revitalisation des bourgs-centres, pour lesquels la fonction de centralité doit être renforcée. L'objectif de ce programme est d'identifier toute piste d'attractivité dans un but de sobriété, de résilience, d'inclusion sociale. Les thématiques de la vacance de l'habitat et du maintien du commerce et des services de proximité, de l'accès à la santé et à l'éducation, à la culture, de développement des mobilités douces sont au cœur des réflexions. Les villes de Contrexéville et Vittel ont déposé conjointement une candidature à l'appel à projet 2018-2019 pour la revitalisation des bourgs-centres en janvier 2019. À l'issue de l'analyse des dossiers et des autres candidatures, les deux villes ont été déclarées lauréates. L'étude de revitalisation a été finalisée en mars 2021 avec quelque peu de retard au vu de la situation sanitaire. Et évidemment, la participation citoyenne qui avait bien débuté n'a pas pu non plus être menée dans sa totalité. L'étude a montré les fragilités et les atouts du bipôle de Contrexéville et Vittel et a dégagé différentes actions applicables pour les 10 à 15 années prochaines. Le programme Petite Ville de demain, qui vise à donner aux élus des communes et de leurs intercommunalités de moins de 20 000 habitants, et qui rayonnent et exercent pour tout le territoire qui les entoure des fonctions essentielles de centralité, les moyens de concrétiser leurs projets de revitalisation, avec comme objectif que les villes redeviennent des communes dynamiques où il fait bon vivre et respectueuses de l'environnement. Le programme est déployé sur 6 ans, 2020-2026. Donc, dans le département des Vosges, 19 villes sont lauréates de ce programme en candidature seule ou groupée, soit 15 petites villes de demain. Vittel et Contrexéville déjà intégrés au sein du dispositif départemental de revitalisation des bourgs-centres et lauréates du dispositif national en candidature groupée. 3 piliers du programme porté par l'Agence nationale de cohésion des territoires au bénéfice des villes lauréates sont un appui global en ingénierie, notamment par le biais du financement à 75% d'un chef de projet Petite Ville de demain, des outils d'expertise sectorielle dans l'ensemble des champs nécessaires à la revitalisation des centralités, et notamment l'habitat, le commerce, l'économie locale et l'emploi, les mobilités douces, la transition écologique. Prévoit également un accès à un réseau professionnel étendu au travers de la création du club Petite Ville de demain. Pour les communes lauréates du dispositif et leur intercommunalité, les étapes à franchir sont les suivantes. Signature d'une convention d'adhésion, premier acte d'engagement dans le programme. Cette convention est co-signée par les exécutifs des communes lauréates et de l'intercommunalité, par le préfet et, le cas échéant, par tout autre partenaire institutionnel et technique. La signature de cette convention d'adhésion permet de solliciter le cofinancement du poste de chef de projet. Il y a un recrutement du chef de projet qui assure le pilotage opérationnel du projet de revitalisation pour le compte de l'exécutif local. Le portage administratif du chef de projet est assuré par une ville lauréate ou par l'intercommunalité. Et dans notre cas, le recrutement est déjà effectué par le biais du dispositif de revitalisation des bourgs-centres, qui a précédé Petite Ville de demain donc, et la signature d'une convention cadre Petite Ville de demain dans les 18 mois suivant la signature de la convention d'adhésion. Celle-ci contient la stratégie de revitalisation et les actions et moyens à déployer pour la concrétiser. Il s'agit donc pour le conseil municipal d'affirmer son engagement dans le programme Petite Ville de demain, de donner son accord pour que le maire ou son représentant engage toutes les démarches y afférentes et d'autoriser le maire ou son représentant à signer la convention d'adhésion au programme.
Y a-t-il des questions? Donc cette convention veut dire que le poste de chargé de mission actuel sera financé 3 ans de plus, c'est ça? Donc jusque 2025 ou 26? Alors, le poste de chargé de mission, il est, lui, cité sur les 3 premières années, et dans le cadre du dispositif Bourg-Centre. Le dispositif Petite Ville de demain vient se coller, en tout cas, sur Bourg-Centre, et c'est la nouvelle dénomination, en tout cas. Mais là, c'est pour 3 ans. Mais donc, on est bien d'accord, Agnès. Actuellement, il est donc chef de projet sur Bourg-Centre. Oui. Et quand ça va s'arrêter, il passe en Ville de demain. C'est ça. Donc il sera financé jusqu'en 2025, c'est ça, ou 26, son poste? Non, pour moi, ça prend la suite de Bourg-Centre, et donc c'est sur 3 ans. Pour moi, le poste n'est financé que mais pour 3 ans à partir de quand? À partir du début du contrat Bourg-Centre. Ah, d'accord. Donc sa mission s'arrêterait en 2024. C'est ça. Je pensais qu'on continuait l'autre. Et donc ça veut dire aussi que dans les 18 mois, on aura là, le plan d'action chiffré, oui, alors, avec échéancier, à compter de la signature. Alors il y a déjà, me semble-t-il, eu une présentation... non. Oui, c'est ça, de l'étude. Oui, avec les fiches actions qui étaient déjà chiffrées. Alors effectivement... Pardon? Évidemment, avec des fiches actions, avec un volet financier, mais évidemment, maintenant, il s'agit de prioriser les choses. On sait que, quand je dis 10 à 15 ans, certaines villes sont déjà dans ce dispositif, dans le cadre d'un appel national, villes que j'ai rencontrées depuis 2012, et sont encore loin d'avoir terminé leur programmation, la programmation qui était prévue dès le départ. Donc effectivement, là, il s'agit de prioriser les choses, et évidemment, le conseil municipal et les commissions ad hoc seront associés à cette priorisation. Enfin, il y aura aussi un calendrier et un chiffrage, là. Il y a, alors, le calendrier... On l'a pas, enfin, là, ça sera vraiment par action, ça sera chiffré c'est ça. Précisément. Par fiche action, absolument. D'accord. D'autres interventions? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Unanimité. Adhésion à l'agence technique départementale, c'est un renouvellement puisque nous sommes déjà adhérents. Simplement rappeler que l'objectif de l'agence est de trouver une solution aux collectivités adhérentes pour réaliser ou faire réaliser leurs études et leurs travaux dans des domaines de l'eau potable, de l'assainissement, du bâtiment, de la voirie, des ouvrages d'art et de l'urbanisme. L'adhésion à l'agence est soumise à cotisation et le recours aux prestations de l'agence fait l'objet d'une rémunération au coup par coup suivant la nature de la mission confiée à l'agence. Donc, je rappelle que cette agence est un établissement public administratif départemental. Ses statuts prévoient les modalités d'administration de l'agence via une assemblée générale où tous les membres sont représentés par le maire ou président et un conseil d'administration. La commune de Contrexéville est adhérente à l'agence technique départementale depuis 2015. Suite au prochain départ de l'agent en charge de l'instruction des autorisations d'urbanisme, la commune souhaite bénéficier de la prestation de service de l'agence, service inexistant au moment de l'adhésion de la collectivité en 2015. Il s'agit donc pour le conseil municipal de décider de renouveler l'adhésion de la collectivité à l'agence technique départementale à compter de l'année 2021. Il s'agit également d'autoriser le maire ou son représentant à signer tous les actes administratifs émanant des conventions prises avec l'ATD 88. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Je vous remercie. Abonnement au service SVP. Convention avec la commune de Vittel. La société SVP Information Décisionnelle met à disposition des collectivités ses services d'information, d'aide à la décision, de soutien et d'accompagnement opérationnel par téléphone dans différents domaines relatifs aux collectivités, ressources humaines, finances, marchés, etc. Les communes de Vittel et Contrexéville profitaient d'un abonnement de ce service souscrit par la communauté de communes Terre d'Eau que cette dernière a résilié.
Compte tenu des besoins des deux collectivités, la ville de Vittel a souscrit à un nouvel abonnement lui permettant de disposer de 6 cartes d'accès. La commune de Contrexéville étant également intéressée, les deux collectivités ont décidé de se partager le nombre de cartes et par voie de conséquence le coût induit. Les modalités de ce partage sont fixées dans la convention jointe et le montant de l'abonnement pour moitié Vittel et moitié Contrexéville, donc 4 704 € hors taxe, soit 2 352 € hors taxe par collectivité la première année, 7 512 € hors taxe pour les deux, soit 2 856 € hors taxe par collectivité les deuxième et troisième années. Il s'agit pour le conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à signer la convention afférente. Y a-t-il des demandes d'intervention? J'aurais une petite remarque. Donc ça, c'est une assistance juridique, on va dire, administrative, juridique. De premier niveau, oui. De premier niveau. Donc on dispose de 3 cartes, hein, c'est ça, on aura 3 accès. Est-ce qu'on n'aurait pas pu trouver d'autres collectivités? Parce que ça veut dire qu'on a 3 accès en même temps, hein, je pense que c'est ça. Est-ce que vous avez essayé... Alors, j'ai bien compris que Terre d'eau arrêtait, hein, donc du coup on n'est plus que 2 à se mutualiser. Oui. Est-ce que vous avez essayé de trouver d'autres collectivités? Parce que je pense qu'on se sert souvent de 3 cartes, je ne connais pas bien le système. Mais... Alors, Terre d'eau a résilié son abonnement parce que justement, seules 2 collectivités faisaient appel à ce service sur les 45 communes de la communauté de communes. Je trouve que c'est un coût quand même élevé. Bon, le service est sûrement très bon, mais c'est un petit peu dommage d'être que à 2 là-dessus, alors que 3 cartes, c'est trop, quoi. Alors, peut-être aller voir plus loin, je ne sais pas moi, Mirecourt, Neufchâteau, etc. Eh bien, écoutez, pour le moment, c'est déjà une mutualisation entre 2 villes, ce qui est déjà pas mal. Ce service, il est sollicité très régulièrement même, et pour des réponses extrêmement rapides, et ce qui est un véritable atout, en tout cas, pour relier. Je ne remets pas en cause le service, hein, mais c'est plutôt, voilà, on a peut-être essayer de mutualiser plus loin, quoi. Voilà. Donc, avant de procéder au vote, si vous avez terminé votre intervention, Monsieur Danet, eh bien, je vais en profiter pour donner quelques informations et quelques précisions. Vous avez fait part, Monsieur Danet, de publications qui font état d'un manque de transparence du fait de la non-réponse de la part du maire. Nous avons reçu une demande par mail le 7 juin relative au tableau comparant les taxes fiscales locales des diverses communes des Vosges projetées en séance du 4 juin. L'accusé de réception a été envoyé le 9 juin. Le document transmis par mail le 16 juin. Nous avons également reçu par mail le 7 juin une demande relative au niveau de trésorerie, accusé de réception envoyé le 9 juin, et information transmise par mail le 16 juin. Je pense que dans le Code des relations entre le public et l'administration, on prévoit que toute demande formulée auprès d'une administration doit faire l'objet d'un accusé de réception. Le délai de réponse est généralement de 2 mois. Sauf procédure spécifique. Et là, me semble-t-il, le délai est parfaitement acceptable et même plutôt de bonne qualité. Et je voudrais également apporter, dans le cadre de tout ce qui concerne la défense de la collectivité, revenir sur une publication qui fait état de la procédure de contentieux initiée par une liste d'opposition auprès du TA de Nancy concernant la délibération fixant le taux des 4 taxes directes locales pour 2021 en indiquant que la commune utilisait les services d'un cabinet d'avocats international et coûteux. Alors, je donne les précisions afin que tout le monde ait l'information. Ce cabinet conseil accompagne la collectivité depuis 2014 pour les dossiers à enjeu, par exemple la DSP du camping, la DSP du casino, la vente des actions des termes, le contentieux suite à un sinistre au terme. Les honoraires ne sont pas disproportionnés. Il a notamment défendu également à la commune, lors d'une requête déposée par un administré auprès du tribunal administratif de Nancy, lors du précédent mandat, relative au vote de la subvention au centre social La Toupie, mettant en cause une élue alors adjointe et faisant aujourd'hui partie de l'opposition sans qu'aucune observation ne soit faite à l'époque. Le montant des honoraires prévus au budget, 30 000 € pour 2021, regroupe
les dépenses suivantes. Constat d'huissier, visite médicale auprès du médecin agréé, expertise d'assurance, frais vétérinaires pour les animaux errants, frais d'assistance à maîtrise d'ouvrage et honoraires d'avocat. Les dépenses réalisées en 2020 sur ce poste s'élèvent à 16 895 €, dont acte. C'est pas trop à l'heure du jour tout ça, mais bon, j'aurais juste rajouté une chose, puisque vous lisez ma page Facebook, il n'y a pas le terme coûteux qui est précisé. J'en prends note. Ah non. Parfait, j'en prends note. Et la deuxième chose, en effet, ce cabinet a défendu à l'époque une ancienne adjointe. Je ne sais pas si vous vous rappelez, moi je vous avais dit qu'on pouvait s'en passer. En tout cas, le résultat a été positif pour la collectivité. Bien, je reviens au rapport numéro 16, abonnement au service SVP, et je vais procéder au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 17, aménagement d'un chemin piéton le long de la RD 13, cession d'un terrain par voie d'échange entre la commune et M. Gilles Charrois. Je précise que les communes de Contex-et-Ville et Surrioville ont le projet d'aménager le chemin piéton existant le long de la RD 13 qui les relie. Ce chemin est en effet emprunté par les habitants du territoire dans leur pratique de déplacement de loisirs ou sportifs, et je crois même professionnels. Ce chemin est interrompu sur quelques centaines de mètres en sortie d'une parcelle boisée communale et des travaux sont à prévoir afin d'assurer sa continuité. Pour ce faire, la commune de Contex-et-Ville a besoin d'acquérir une bande de terrain agricole d'environ 3 mètres de large à extraire de la parcelle cadastrée BX13 située sur la commune de Contex-et-Ville pour une superficie d'environ 350 mètres carrés. Cette parcelle appartient à M. Gilles Charrois, agriculteur. En échange, la commune de Contex-et-Ville cédera à M. Charrois la parcelle cadastrée ZH21 d'une superficie de 350 mètres carrés située sur la commune de Surrioville. Cette parcelle de terre agricole est déjà exploitée par M. Charrois. La commune de Surrioville opérerait de la même façon pour une parcelle appartenant à M. Charrois sur la commune de Surrioville. Les parties se sont entendues oralement après visite sur place pour un échange sans soult, les terrains concernés ayant la même superficie et la même destination à l'origine, terre agricole. L'avis des domaines sur la valeur vénale des terrains rendu le 27 mai fait état d'une dévaluation unique à 0,40 € le mètre carré. Il a également été convenu d'un partage pour moitié entre les deux communes des frais de géomètre engendrés par la division parcellaire de l'ensemble des terrains concernés qui doit être réalisé par Mme Merle, géomètre à Vittel. Considérant l'intérêt du projet d'aménagement de la continuité de ce chemin piétonnier bordant la RD 13, il est proposé au conseil municipal d'approuver la cession par voie d'échange sans soult à M. Gilles Charrois de la parcelle cadastrée ZH21 de la superficie de 350 mètres carrés dont j'ai déjà parlé. Donc, il est demandé au conseil municipal d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs à cette affaire, notamment l'acte authentique de cession, de décider de la prise en charge à hauteur de 50% des frais de géomètre engendrés par la division parcellaire de Mme Merle, soit 606 € TTC, de décider de la prise en charge par la commune des frais d'actes notariés afférents. Pas de questions? C'est une bonne chose, hein, mais je n'ai pas bien compris. Donc là, on va gagner à peu près 100 mètres, hein, nous, c'est ça, à peu près 100 mètres qui sera sur le territoire de Contex-et-Ville. Oui. Et ensuite, on arrive à Surrioville, c'est ça? Et la commune de Surrioville donc, va aménager le reste du chemin? C'est ça. Il est déjà en partie aménagé. Madame Gaulin ne peut pas préciser les choses. C'est vrai que c'est une route qui n'est pas très large, c'est dangereux, c'est très bien. Non, hein. c'est en fait, vous avez le fossé, vous avez les piquets de champs, et en fait, c'est entre les deux. Vous avez déjà un chemin rural qui existe, en fait, à cette heure-ci, qui, quand vous passez le long de la route, vous voyez déjà le chemin rural, on reprend le chemin rural. Enfin, côté Surrioville, ils reprennent le chemin rural existant. Vous voulez que je vous démontre sur la... Oui, je vois pas tout, non, mais c'est... Ouais. Moi, je vois le chemin dans le petit bois, là, qui est sympa. Donc là, on sera juste... Là, on va continuer ça, sur 100 mètres, c'est ça? Voilà. En fait, et après vous partez du chemin du chêne de la Bière. Oui, voilà. Donc là, on est dans le bois. Oui, dans le bois. En temps normal, on ressort du bois. Oui. Donc là, on va faire une continuité dans une partie de champ. Voilà. Et à un moment, vous pouvez aller à la ferme des évêques. Oui. Vous savez, avec un poteau électrique. Bon. Donc vous prenez de la sortie du bois jusqu'au poteau électrique.
On tire droit et on fait un chemin, en fait, pour faire simple, pour faire schématique. Et après, ça rejoint un chemin rural qui existe jusque sur Yuville. Parce qu'à cette heure-ci, vous êtes obligé de passer sur la route. Oui, c'est ça. Ouais. Donc là, vous êtes plus dans une zone en retrait, le long de la route, mais plus protégée. C'est ça. Il y a aussi, évidemment, il y a une sécurisation, je l'ai dit aussi, et c'est un chemin qui permet aussi un lien social, un lien à tout niveau, et c'est important, un lien touristique aussi, puisque nous avons aussi des touristes qui l'empruntent. Mais à chaque fois, arriver sur la route, ça devient dangereux, sachant, vu la vitesse à laquelle ça peut rouler sur cette petite route. En effet, c'est une bonne chose. Donc pas d'autres interventions, donc je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport numéro 18, syndicat départemental d'électricité des Vosges, compétences infrastructure de recharge pour véhicules électriques. Donc lors de la révision de ses statuts, ce syndicat a pris une nouvelle compétence, infrastructure de recharge pour véhicules électriques, avec les conditions suivantes. Compétences optionnelles relatives aux infrastructures de charge en cas de carence d'initiatives privées, création et entretien d'infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques et hybrides rechargeables ou mise en place d'un service comprenant la création, l'entretien et l'exploitation des infrastructures de charge nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Cette compétence nouvelle est proposée de manière optionnelle à ses adhérents. Ce syndicat a travaillé sur l'élaboration d'un schéma directeur de déploiement des infrastructures sur l'ensemble du département, avec pour objectif, premier objectif, de répondre à la demande de la région Grand Est, à savoir mettre en œuvre un point de recharge pour 3000 habitants. Le travail mené initialement a été de quantifier les besoins en infrastructure pour le département. Sachant qu'une borne contient la plupart du temps 2 points de recharge, le choix a été fait d'avoir comme ambition une borne double pour 3000 habitants, soit le double de l'objectif de la région actuellement. Ce projet de déploiement de plus de 130 bornes en 4 phases vise à faciliter la mobilité durable sur le département et il a été adopté par le comité syndical le 25 novembre 2020. L'Assemblée délibérante avait également décidé d'adhérer à la SPL Mobilité Durable Locale, dont l'objet social est de déployer les infrastructures de recharge pour tout véhicule utilisant une énergie durable, d'en assurer la maintenance et l'exploitation, ainsi que l'interopérabilité sur le territoire des membres actionnaires. Le 24 mars 2021, le comité syndical a adopté le règlement de cette compétence qui détaille les conditions administratives, techniques, financières d'un éventuel transfert de compétences des communes vers ce syndicat. Et par courrier du 3 mai 2021, le président du syndicat propose que le conseil municipal se prononce sur l'adhésion ou non de la compétence telle que proposée par le syndicat. Considérant que la commune de Contrexéville bénéficie de l'implantation, pour le moment déjà, et je peux me tromper, d'au moins 4 bornes de recharge sur son territoire, du fait d'initiatives privées, autant sont prévues dans les semaines et les mois à venir. Il est proposé au conseil municipal de ne pas adhérer dans l'immédiat à la compétence optionnelle infrastructure de recharge pour les véhicules électriques telle que proposée par le syndicat. Et cette question, bien sûr, pourra être étudiée à nouveau en cas d'évolution du schéma directeur du déploiement de ces bornes. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 19, ce sont des rapports qu'on voit à chaque conseil municipal. Il s'agit du syndicat départemental d'assainissement non collectif pour des demandes d'adhésion de plusieurs collectivités pour la compétence à la carte numéro 1, réhabilitation, et avec avis du conseil municipal. Et vous avez les 8 collectivités qui ont sollicité cette compétence, et il s'agit pour le conseil municipal de se prononcer sur ces demandes d'adhésion. Y a-t-il... Pas de questions. Donc, quelqu'un s'oppose-t-il? Y a-t-il des abstentions? Pas. Unanimité. Même rapport, cette fois-ci, de demande d'adhésion de plusieurs collectivités pour la compétence à la carte numéro 2, entretien. Donc, 6 collectivités ont sollicité le syndicat départemental. Je vais m'arrêter là et passer au vote, si vous en êtes d'accord. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Toujours le SDANC pour le rapport numéro 21 avec la demande de retrait d'une collectivité pour la compétence à la carte réhabilitation.
Donc la collectivité qui a sollicité le retrait de cette compétence est la commune de des Forges, je pense, pour des raisons suivantes: manque d'informations précises. Plusieurs dossiers présentés se sont révélés inéligibles aux aides financières attribuées par le conseil départemental, et donc il s'agit pour le conseil municipal de se prononcer sur cette demande de retrait et au syndicat départemental qui est contre ce retrait, qui s'abstient. Je vous remercie. Convention de mise à disposition d'agents communaux au CEDEM, à la communauté de communes Terre d'Eau. Donc l'intervention musicale en milieu scolaire est une activité musicale destinée à tous les enfants d'un territoire, sans discrimination de revenus, de situation sociale. Il s'agit d'une activité de musique pour tous qui ne comporte pas d'apprentissage spécialisé, instrumental, et ce travail est toujours collectif et contribue à faire vivre aux enfants tous les bienfaits de la musique au moyen d'une large palette d'activités. Cette action est mise en œuvre par un musicien intervenant titulaire du DUMI, c'est un diplôme universitaire très spécialisé de musicien intervenant, qualification mise en place par les ministères de la Culture et de l'Éducation nationale, et l'intervention au milieu scolaire demeure un travail de partenariat avec les enseignants concernés, nécessitant la construction d'un projet partagé. À Contrexéville, les interventions musicales en milieu scolaire existent depuis fort longtemps, depuis 1994, et fort de cette longue expérience, le centre d'expression musicale de la commune de Contrexéville s'est proposé pour répondre à des demandes d'intervention sur le territoire de la communauté de communes Terre d'Eau, afin de faire bénéficier aux enfants d'autres villes et villages du secteur de ce savoir-faire. Je salue d'ailleurs Madame Arlette Jaworski, qui est sortie de la salle, parce que c'est elle qui a initié ce projet avec la communauté de communes. Donc ce partenariat a été formalisé en septembre 2019 avec la communauté de communes par la signature d'une convention d'une durée de 3 ans, donc du 1er septembre 2017 au 31 août 2020. Elle fixait les conditions d'intervention et de mise à disposition du personnel de la commune de Contrexéville auprès de la communauté de communes Terre d'Eau. Il s'agit aujourd'hui de renouveler ce partenariat à compter du 1er septembre pour une durée à nouveau de 3 ans. Les conditions d'intervention et de mise à disposition restent inchangées. Et il est rappelé que la mise à disposition donne lieu à remboursement. L'organisme d'accueil rembourse à la collectivité d'origine les rémunérations du fonctionnaire mis à disposition, ainsi que les cotisations et contributions y afférents, ainsi que les remboursements des frais de déplacement. La mise à disposition fait l'objet d'une information préalable de l'Assemblée délibérante de la collectivité d'origine. Le comité technique s'est prononcé à l'unanimité pour. Il est demandé donc au conseil municipal de se prononcer quant à la mise à disposition d'agents communaux auprès de la communauté de communes Terre d'Eau, selon les dispositions précisées dans le document joint. Des interventions? Il n'y en a pas, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Rapport numéro 23, décision prise par le maire dans le cadre de la délégation générale, information du conseil municipal. Donc il s'agit des déclarations d'aliénés. Il s'agit des bons de commande avec les décisions du maire. Il s'agit des marchés à procédure adaptée. Et il s'agit également des missions d'assistance pour la passation d'AMO, enfin pour l'aide à la maîtrise d'ouvrage. Vous les avez tous en annexe. Et si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Ouais, j'aurais une question. Donc je vois que l'ensemble des terrains autour du projet là, des terrasses de la chaîne de la Vierge sont en vente. Alors là, ce sont les terrains agricoles, hein, c'est hors terrain où il y a les constructions. Est-ce que vous savez si c'est à destination agricole ou est-ce qu'il y a un autre projet derrière? Alors, sur la partie, je n'ai pas en tête le plan local d'urbanisme, sur les chaînes de la Vierge, donc il y a les trois, la partie où il y a les 3 bâtiments qui avaient été construits par... Ça c'est hors aujourd'hui. Hein. C'est ça, voilà, c'est ça. Et ensuite, il y a un... parce que là, c'est tout le reste qui est vendu, là. Alors, non, c'est pas tout le reste qui est vendu, c'est une partie c'était la partie qui était déjà viabilisable, pour lesquelles il y a un compromis de vente. Donc vous ne savez pas dans quel but? L'acheteur? Si, bien sûr, mais les sommes en négociation, donc
Je n'en dirai pas plus. D'accord. Donc on est d'accord, ce ne sont pas là où il y a les constructions? Non. D'accord. Non. Bon, bah à suivre alors. À suivre. Merci. D'autres demandes d'informations sur ces décisions? Sinon, évidemment, j'ai été destinataire de 2 questions écrites que vous avez déposées, M. Danet, dont une, effectivement, qui était hors délai, mais qui est nécessaire de traiter immédiatement. Aucun problème en la matière. Donc, M. Danet, vous avez déclaré dans la presse écrite qu'il sera étudié au cas par cas les situations des personnes en difficulté pour payer leurs impôts fonciers avec les possibilités d'échelonnement ou d'aide. Les étalements de paiement et remises gracieuses d'impôts relevant des services fiscaux, quel dispositif comptez-vous utiliser au niveau de la commune? Je vais laisser la parole à M. Jacques Ferrari. Bien, je vous remercie. Donc, le service d'accompagnement assuré par les agents du CCAS et de l'accueil de Mosaïque peut être sollicité afin que les usagers soient guidés et assistés dans leur démarche de demande auprès des services fiscaux. Ce service assure déjà, puisque les demandes ont déjà été faites, cette mission auprès d'administrés qui ont déjà pris contact. Voilà. Très bien. Deuxième question, est-ce que... Voilà la réponse qui est donnée. Deuxième question écrite. Quelle suite sera donnée aux parents qui demandaient des alternatives à l'arrêt du bus scolaire, notamment en utilisant un arrêt du bus venant de Surrioville? Je vais laisser la parole à Madame Marlène dos Santos. Merci. Suite à l'annonce de l'arrêt du transport scolaire intramuros, seulement 6 parents se sont manifestés auprès de la commune afin d'évoquer les difficultés liées à cette décision. 3 alternatives au transport intramuros sont proposées aux parents. La première, l'accueil périscolaire du matin, du midi et du soir, qui couvre à l'école maternelle des besoins de garde entre 7h30 et 19h et à l'école élémentaire de 7h30 à 18h30. La deuxième, la création d'une garderie périscolaire gratuite le temps du midi sans restauration pour permettre aux parents, sur justificatif d'employeur, de venir récupérer leurs enfants dans chaque école jusqu'à 12h15 maximum. La dernière alternative, après contact pris auprès de la région, la possibilité d'utiliser sous condition, inscription sur le site Fluo et paiement d'un forfait annuel, le transport scolaire de la région. Un arrêt est proposé rue du 11 septembre. Une information a été communiquée aux parents, nous en ayant fait la demande. Renseignements pris auprès de la région et sauf erreur de leur part, au 28 juin, aucun enfant de Contrexéville n'est inscrit à ce service. Je vous en prie, Monsieur Danet. Donc, je vous remercie d'avoir pris ma question qui était hors délai, en effet. Juste une question, je pensais que, enfin, je ne suis pas sûr, que les parents avaient demandé à ce que la mairie prenne en charge le coût du transport auprès de la région. Est-ce que ce n'est pas une condition qui avait été discutée? Alors, il n'y a pas des parents, il y a 2 parents qui nous ont fait cette demande. Ouais. Donc, sur ces 2 parents, la réponse des élus a été malheureusement négative pour une raison simple, c'est que ça n'est pas égalitaire. C'est-à-dire que ce transport ne peut profiter à tous les parents puisqu'il n'est inhérent qu'à un seul arrêt, rue du 11 septembre, et donc les autres arrêts ne peuvent en bénéficier, ce qui nous paraissait, on va dire, inadapté par rapport à d'autres parents qui vont devoir trouver d'autres solutions, notamment des solutions au niveau du périscolaire. Voilà. Donc c'est les réponses qui ont été apportées, une réponse par mail et une réponse en direct par téléphone par le responsable du service. Les relations avec la région sont toujours entretenues? Oui, les relations avec la région sont entretenues puisque nous avons donc avec le responsable donc de la région en charge des transports, nous allons nous allons travailler avec lui à partir d'octobre pour pouvoir voir ce qu'il est possible de mettre en place par la suite, sachant que la région ne s'engage pas étant donné que
au niveau des transports scolaires, à moins de 2 km, les transports intramuraux scolaires ne se mettent pas en place. Et sur Contrexéville, nous sommes au maximum à 1,7 km. Donc la région ne s'est pas engagée, elle a dit ni oui ni non. On va y réfléchir. Ce qui sera possible de mettre en place, bien évidemment, le sera. Mais pour le coup, la région elle-même était très surprise qu'on puisse avoir un bus intramuraux sur Contrexéville avec des arrêts qui, pour le dernier, sont à moins de 300 mètres de l'école. Donc voilà. Ok, c'est clair. Merci. Très bien. Eh bien, écoutez, mesdames et messieurs, l'ordre du jour étant épuisé, je lève la séance et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée. Merci.